tiens à remercier déjà avant tout M. Ogier pour son invitation et Vertigo pour son chaleureux accueil ici dans ces locaux. L'IPSL, juste en gros, pour vous présenter l'Institut, en fait, c'est pas un laboratoire en soi, c'est une fédération de laboratoires. Ça regroupe 9 laboratoires qui sont regroupés dans le seul objectif d'étudier le climat terrestre dans toutes ses composantes, l'océan, l'atmosphère, etc., etc. Il y a la végétation, il y a plein de composantes. Et donc, du coup, ces laboratoires, ils sont regroupés ensemble afin d'aller plus rapidement et plus loin, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et pour en fait de faire un congrès, agréger les outils qu'on a, parce qu'il faut admettre que nous, on fait partie de la recherche publique, et la recherche publique, elle est quand même vraiment la priorité de l'État, et donc du coup, il faut vraiment aller ensemble pour aller le plus loin possible. Et les objectifs principaux vraiment de ces 9 laboratoires, ils peuvent être voilà, dans les 3 points vraiment les plus intéressants, c'est comprendre les processus dynamiques qui guident le climat, comprendre la variabilité naturelle, mais la séparer de la variabilité qui est due à l'activité humaine. C'est-à-dire dire voilà, ça c'est normal, le climat il évolue, ça on le connaît déjà, mais on sait aussi que nous, on affecte cette évolution. Et donc il vaut mieux comprendre cette séparation et dire ce qui est vrai. Donc cette agrégation de 9 laboratoires, elle peut être séparée en 5 grandes équipes qui travaillent d'une manière indépendante, mais en fin de compte, c'est le même objectif toujours. Donc il y a un pôle de modélisation auquel je fais partie. Donc c'est le pôle qui s'intéresse à modéliser le climat, à créer un modèle numérique qui décrit le plus fiablement possible le système atmosphérique, le système océan, la végétation et tout, afin de générer des prédictions futures. Mais non seulement ça, mais aussi générer des résultats passés hein, qui peuvent être validés par des observations. Les observations qu'on peut reprendre du pôle observation, et là vous voyez que déjà on est des équipes différentes, mais on dépend énormément des résultats de chacun. Les deux, ils dépendent du centre de données. En fait, nous, on exploite les outils qui sont donnés par la GENSI, qui est l'autorité française qui régule tout ce qui est HPC en France. Donc nous, on travaille énormément sur les centres de calcul de HPC et pour faire tourner nos modèles, mais pas seulement ça, aussi pour les héberger et stocker les données et les indexer après. On a aussi des équipes qui s'intéressent au pôle système solaire. Vous connaissez tous le rover Mars Curiosity. L'IPSL il a travaillé pour y rajouter des sondes pour faire des observations sur le climat Mars, parce que, on fait l'étude de l'atmosphère Terre, mais cette connaissance-là, elle peut être projetée sur toutes les composantes du système solaire, et ça nous intéresse afin de, peut-être dans le futur proche, organiser des petites expéditions envers ces petits astres. Et il y a une petite équipe qui s'intéresse plutôt dans les climats et les environnements régionaux. Elle utilise les connaissances déjà des pôles modélisation et observation, mais dans des échelles moyennes et basses, plus concentrées sur les petites, les villes, les communes, etc. Comme je vous ai dit, moi je fais partie de l'équipe Esprit Mods, c'est la modélisation de l'IPSL, c'est les bras de modélisation. Et le modèle IPSL, ce schéma que je vous présente ici, ça représente en gros ce qui est un modèle climat. En fait, c'est une agrégation d'autres mini-modèles qui sont indépendants à la base et qui peuvent être exploités indépendamment, mais qui sont couplés ensemble à l'aide de la composante centrale qui est Oasis, là qu'on voit. Ça, ce que vous avez sur l'écran, c'est le modèle IPSL CM5, qui est pas le modèle actuel. Celui qui est actuel, on est à l'itération CM6, et lui, il a changé de coupleur afin d'augmenter les performances. On est à un coupleur qui s'appelle Dianico, qui est plutôt 20 fois plus rapide que Oasis. Il a été pensé dans une optique plus de parallélisation, et donc du coup, ça exploite la puissance des GSPC auxquels on a pensé. Et en gros, voilà, comme vous le voyez, il y a les composantes d'atmosphère, la composante chimie atmosphérique, la végétation, océan, glace, etc. etc. Et grâce à tout ça, on crée ce qu'on nous appelle, nous, un modèle de climat, ce qui est une machine, en gros, c'est juste un modèle numérique vaste qu'il s'agit de calculs
de différentiel non linéaire, de calcul matriciel, de calcul intégral qui est tellement complexe, mais qui essaie le maximum de imiter de ce qui est promis dans la réalité. Et on reste toujours dans une optique de modélisation, on ne prétend jamais être vraiment une réplication identique de l'atmosphère. Alors, avoir un modèle, ça c'est bien, mais le modèle, ça sert à générer des données. On est tout à fait d'accord. Il y a des inputs, et grâce à ces inputs, on a des outputs. Mais qu'est-ce qui quantifie la fiabilité de ce modèle? Comment on peut dire que ce modèle est vraiment un bon modèle et ça c'est un mauvais modèle? Comment on peut exploiter ce modèle pour, par exemple, générer un rapport qui, lui, peut être exploité par l'IPCC, par exemple, le GIEC, le groupe intergouvernemental pour les études climatiques, qui, lui, il peut vraiment avoir un impact politique derrière. Comment, eux, ils peuvent exploiter ce modèle-là? Eh bien, c'est simple. Il y a une communauté internationale de modélisateurs de climat. Il n'y a pas que l'IPSL qui travaille sur la question, et ça c'est normal. Nous, l'IPSL, on produit un modèle, mais en France, il y a déjà 3. Et à l'échelle internationale, il y a une centaine. Donc chaque institut, il y a des Américains, bien sûr, il y a des Asiatiques, il y a des Européens, on travaille tous ensemble, et chacun, il a son propre modèle, et il prétend que son modèle, il est meilleur, tout simplement. Et ça, c'est simple. Et donc, du coup, chaque les 6-7 ans, on se rencontre tous ensemble et on fait une sorte de Ligue des champions des modèles. Voilà, une petite battle pour voir si mon modèle il est meilleur que le tien ou c'est l'inverse. Et pour faire ça, on se regroupe dans une structure qui s'appelle le CENI, qui est Climate Model Intercomparison Panel. C'est tout simplement c'est ce que j'ai décrit, c'est qu'on a des modèles, on a des expériences. Il y a des expériences basiques qu'on appelle le DEC. Ça, c'est la base. C'est-à-dire, si ton modèle il veut participer au CENI, il doit vraiment répondre à ces expériences-là. Alors, il va par exemple nous fournir la température de l'océan sur les 100 années précédentes, par exemple. Et par exemple aussi, il doit me prédire la température d'ici à 2100 s'il y a tant de pourcentage de CO2 qui est émis par les êtres humains. Et donc, on a un output derrière, et ces outputs-là, c'est la donnée qu'on exploite derrière pour générer des rapports et pour après avoir un impact sur les politiques qui gouvernent notre vie. Donc ces CENIP-là, je pense que ça fait partie de 90% de notre activité, de mon équipe de toute façon. Ça génère énormément de données, et lorsque je dis énormément de données, je n'exagère pas. On a commencé en 1995 avec le CENIP 1 et 2, on a fourni 1 giga de données, et depuis, déjà en CENIP 1, il y avait une vingtaine de modèles, et il y avait, je pense, une trentaine d'expériences qui étaient imposées sur les participants. Mais après, en CENIP 2, il y avait, je pense, 50 fois le nombre d'expériences, et il y avait une trentaine de modèles. Et ainsi de suite, le nombre de modèles il se multipliait, il y avait plus de participants, et il y avait aussi plus d'exigences sur les expériences qu'on doit fournir. Et petit à petit, la courbe de données comme le Wall-E, c'est une courbe logarithmique, c'est presque une croissance linéaire. Et en ce moment, en 2018, on est à la 6e itération, on est en CENIP 6, et là on parle de 10, 20 pétabytes. Un pétabyte, c'est 1024 Tera, c'est 10 à la puissance 15 bytes. Donc on parle vraiment d'une... ce que j'aime dire, c'est une avalanche de données, franchement, qui est générée, qui doit être exploitée, et ça c'est un défi. C'est pas simple, parce que il faut dire que donner c'est bien, mais c'est pas de la connaissance. J'oublie pas qu'il y a aussi une composante qui est assez importante, qui est les observations. Et ça, c'est la base, je pense, de toute étude climatologique. Je ne fais pas partie de l'équipe d'observation, je suis désolé, mais j'ai fait quand même un petit clin d'œil à eux. Eux, ils travaillent sur tout ce qui est la relevée de toutes les composantes atmosphériques, que ce soit sur le sol, soit par satellite. Nous, à l'IPSL, on a une coopération étroite avec l'Agence européenne spatiale, et on a aussi des projets européens tels que Copernicus, des satellites, une étoile de satellites qui sont en train d'observer la Terre, et on a plein de données qui sont relevées. Et ces données-là, qui sont énormes aussi, ils ont besoin d'être hébergées, ils ont besoin d'être indexées.
et par la suite ils ont besoin d'être exploités afin de générer cette connaissance à partir de ces données. Voilà, donc pour résumer, nous, notre petite équipe de 10 personnes, on est le petit trou noir, et voilà, il y a une avalanche de données qui nous vient, et à chaque itération, à chaque CNIP, là on est en train de planifier le CNIP 7, et on est sûr qu'il y aura au moins un facteur de 20 ou 50 de données qui va venir avec. Donc il faut être préparé, et déjà CNIP 6, on est en pleine bataille. À l'IPSL, on a généré le nécessaire, donc tout est publié, tout est bon, mais on est encore en attente des autres partenaires, parce que, ok, on génère nous nos données, on les indexe, on les publie, nos chercheurs les utilisent, le public les utilise, mais aussi on réplique les données des autres partenaires, hein, parce que peut-être un chercheur qui est intéressé pour faire la comparaison, ça c'est simple, et nous on est quand même responsable en faire produire ces données-là. Et comme j'ai dit, voilà, avoir des données, ça c'est bien, mais c'est pas de l'information, c'est pas du savoir. Et il y a un petit travail, un tout petit peu de travail à faire pour exploiter ces données et pour générer de la connaissance derrière et faire tout ce qui est important derrière, à générer des rapports qui vont vraiment faire l'impact. Parce que on est tout d'accord qu'il y a une bataille, qu'on est en plein milieu d'une bataille contre un changement climatique qui est apparemment inévitable. Peut-être on perd cette bataille déjà, mais il y a du travail à faire. Hein, voilà. Cette donnée, elle concerne qui? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça concerne le scientifique qui s'isole dans son petit bureau pour générer des vecteurs pour dire que 1% de CO2, ça génère une augmentation de 10% de gaz Celsius par année ou pas? Pour nous, non. C'est pas le seul public qu'on vise. On vise les personnes intéressées en général, le grand public. La donnée, elle est ouverte. Hein, c'est de l'open data. Tout le monde il peut y accéder, il peut les télécharger, mais aussi les grands groupes, par exemple EDF. Il y a aussi qui sont intéressés pour voir, par exemple, l'impact de leur activité économique sur le climat. On peut leur fournir quelques services pour qu'ils aient accès aux données, mais aussi les communes, les gouvernements, les assurances aussi, ils sont intéressés par les calculs de risque, les gestionnaires de l'eau, les gestionnaires des forêts aussi. Ça intéresse un public qui est quand même assez vaste et assez hétérogène. Donc il faut garder ça en tête lorsqu'on traite ces données et on essaie de donner l'accès. Fair Data, je pense que c'est la Bible qui guide nos activités. Fair, c'est un acronyme pour Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Findable, ce qu'on entend par ça, simplement, c'est que la donnée peut être trouvée grâce à la métadonnée qui l'entoure. Et au CNIP 6, à l'exercice CNIP 6, on a introduit une nouveauté qui est les Persistent Identifiers. Ça, c'est une nouveauté que nos partenaires allemands, ils ont travaillé là-dessus. Donc, en gros, ça fait partie des métadonnées que, grâce à elles, on a adossé un système qui est le système, par exemple, Errata. Parce que ça nous arrive que, par exemple, il y a une expérience qui tourne mal et qui génère des données qui ne sont pas vraiment bonnes à utiliser dans la science. Et là, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité pour dire à monsieur le chercheur, tu n'as pas vraiment intérêt à utiliser ces données. Et pour faire ça, on a adossé un système au PID, au Persistent Identifier, pour faire un petit flag, pour dire que cette donnée, cette version, elle n'est vraiment pas à jour. Il y a une version nouvelle qui est la bonne. Et ça, c'est quand même assez tricky parce que on fait face à une force opposée qui est, par exemple, les climate sceptiques, les climato-sceptiques. Et eux, ils exploitent toute erreur, je pense, qui est générée. Il suffit qu'une expérience, il y a un vecteur inversé qui montre que la température est baisse. Donc voilà, tu as derrière des forums qui parlent et tout. Donc il y a une responsabilité derrière. Et ça, c'est le système Errata. D'ailleurs, j'ai travaillé là-dessus et c'était vraiment une nouveauté qu'on a ajoutée au CNIP 6. Et on travaille toujours pour que la donnée soit le plus findable possible. Bon, accessible, c'est ça, c'est que la donnée doit être trouvée sur Internet, même s'il y a des contraintes. Par exemple, la donnée, elle est erronée, comme je l'ai dit. Même si elle est erronée, elle doit être accessible. C'est-à-dire que tu trouves au moins la métadonnée. Au moins. Même si tu n'as pas accès à la donnée. Interoperable, ça s'explique tout simplement peu importe si tu as un Windows ou un Linux, c'est que la donnée, tu peux l'utiliser quel que soit et tu peux l'intégrer dans ton workflow. La reusability, c'est tout simplement que grâce aussi aux métadonnées qui sont adossées
à l'information, c'est que tout simplement tu peux retracer la donnée, qui a créé, etc. etc. Nous, à l'IPSL, on a peut-être l'avantage d'avoir accès à des supercalculateurs en Ile-de-France. Il y en a 3, et on a accès aux 3, et on utilise les 3, mais pas d'une façon ouverte. Bah, on a des allocations des heures de calcul, et je donne juste à titre d'exemple, pour faire les expériences Synopsys, ça c'est déjà clôturé. On a été alloué 3 millions d'heures sur les 3 différents clusters en Ile-de-France. Il y a Cyclades, Climserve à Cyclades c'est hébergé chez nous à l'UPMC, Climserve à Polytechnique, et il y a aussi le TGCC au CEA. Et donc on utilise les 3 pour générer les données, mais aussi on essaie de garder la donnée qu'on a générée à côté des supercalculateurs, parce que derrière, la donnée elle est bien, mais comme j'ai dit, c'est pas de la connaissance, et donc du coup, il y aura des chercheurs qui vont faire du post-processing sur ces données-là, et on essaie au maximum, on se dit toujours, pour se marrer peut-être en équipe, on se dit qu'on est le Netflix des données climatiques, et c'est vraiment pas vraiment très loin de la vérité, parce que Netflix, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils hébergent leurs données dans les opérateurs téléphoniques. C'est pour ça que la série que tu as besoin, et se stream en HD rapidement, c'est parce qu'elle est vraiment à côté de l'utilisateur. Et c'est ce qu'on essaie de faire, de répliquer. Et donc, du coup, on cherche toujours à que la donnée reste toujours à côté des supercalculateurs, et on donne accès aux chercheurs et même à des entités externes pour faire leur post-processing derrière sur ces données. Il y a aussi la distribution de données, ça c'est un point qui est très important. Comme je l'ai dit, la donnée elle est accessible, et nous on a choisi, mais c'est le consensus international. On se place sur le Earth System Grid Federation, ESGF pour faire court. Ça, c'est une fédération de nœuds qui présente les données d'une façon uniforme. Donc, peu importe si tu es aux États-Unis ou en France, en Allemagne ou en Australie, c'est que tu as accès à la donnée de la même façon. Et nous, à l'IPSL par exemple, il y a une équipe qui se charge de faire ça et de garder la donnée accessible par Internet sur ESGF. Bon, ça c'est juste pour vous mettre un petit exemple sur le workflow standard qui guide la création de données jusqu'à son indexation. Donc tout commence bien sûr par une documentation. Il y a un document qui décrit les expériences à être effectuées. On les produit sur les FPC, on les standardise. Il y a le contrôle qualité derrière. Peut-être il y a une erreur qui s'est produite ou quelque chose comme ça, c'est là qu'on se rattrape. Il y a l'organisation, mais là, c'est quelque chose d'interne. Mais chez nous, à l'IPSL, on a une certaine philosophie pour qu'on s'organise en interne. Le versionnement, ça c'est très important, comme je l'ai dit, tout simplement, c'est une donnée qui se crée, il peut y avoir des modifications dans le futur. Bon, après l'identification et le catalogage de la donnée, il y a enfin l'indexation sur notre index Solar. C'est ce qu'on utilise en tant que technologie d'indexation. À partir de là, la donnée doit être accessible online et peu importe qui peut la trouver, la télécharger et l'exploiter. Alors ça, c'est juste pour vous dire que l'IPSL, c'est une organisation qui est en soi compliquée. On est présent sur 4 sites différents en Ile-de-France. Déjà, on est un peu éparpillé, mais on fait avec les moyens qu'on a. Donc on a créé une certaine architecture qui est peut-être compliquée, mais bien maîtrisée, je vous assure, qui nous assure que le fait que la donnée elle est toujours accessible. Et si vous regardez les détails, on a toujours, il y a des liens de réplication, c'est-à-dire presque dans chaque nœud physique, il y a une réplication continue de la donnée, c'est-à-dire dans chaque nœud, il y a toujours la même donnée qui est répliquée, qui est dupliquée, afin qu'elle soit accessible. Et pour ça, on utilise un software qui est aussi développé chez nous, qui s'appelle SYNDA, Synchronize Your Data, et c'est moi aussi qui ai fait. C'est pour ça que j'ai mentionné. Donc en gros, voilà, ESGF, c'est ça. C'est une network internationale de nœuds en peer-to-peer qui est un peu différente. Pas tous les acteurs se valent. C'est pour ça qu'il y a des petits dots en vert, des dots en rouge. Il y a ceux qui ne sont pas capables de fournir certains services. Ils sont plutôt peut-être des partenaires en second degré. Et il y a des partenaires qui font presque tout. Et on fait différence entre un nœud qui juste héberge la donnée. Il y a
nœuds qui hébergent et indexent la donnée. Il y a des nœuds qui hébergent, indexent la donnée, mais aussi donnent la possibilité de faire des post-calculs derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux. Mais, voilà. Donc c'est une grille internationale qui évolue, et chaque année on se rencontre, on fait un gros face-to-face auquel tout le monde essaie de participer, parce que on va ensemble d'une façon standard. Ça, c'est pas simple à gérer lorsqu'on parle d'une façon internationale. Je vous assure, les telcos qu'on fait avec nos partenaires américains, il faut les faire dans une heure à 18h par exemple. Et par contre, pour parler aux partenaires asiatiques, il faut plutôt faire ça à 8h du matin. Et c'est toujours nous qui fait presque le médiateur entre les deux. Et c'est pas toujours simple. Donc c'est pour ça qu'on tient quand même à se rencontrer au moins une fois par année pour mettre les choses au clair et avancer. Et c'est toujours pas simple et pas gagné. Donc ça, c'est plutôt un schéma plutôt plus technique. C'est ça la différenciation entre les nœuds que je vais expliquer, les data nodes, index nodes. Il y a aussi les identity providers qui assurent que c'est plutôt du côté publication. Hein. Celui qui écrive, pas celui qui télécharge. Parce que pour télécharger, tu n'as pas besoin vraiment d'être identifié, mais il te faut quand même de créer un compte. Et il y a des nœuds qui proposent le service d'être identity provider. Il y a ceux qui font ça, il y a ceux qui se limitent juste de héberger la donnée, c'est déjà pas mal. Donc, je pense que vous êtes tous familiers avec ce schéma, c'est la grosse loup. Et je pense que la simulation climatique en général, elle était toujours dépendante et sujet à l'avancée scientifique sur tout ce qui est HPC. Par exemple, je vous dis l'exemple. CIP 1, il a commencé en 1995. La simulation et le calcul numérique dans la simulation des climats, ça ne date pas de si longtemps que ça, parce que c'est tellement dépendant de HPC. Vous imaginez faire ça avec un calculateur simple ou à main, c'est presque impossible, et on était toujours dépendant des avancées technologiques sur le sujet. Avec HPC, on a avancé pas mal. Avec la parallélisation et les graphiques, les GPU, on a aussi traversé. C'est ce qui a permis d'aller plus en détail, de faire de haute résolution, d'aller toujours plus loin. Mais à partir d'un certain moment, quand le prédit tout le monde, on va stagner, on va se heurter à un petit mur qui va dire que, ok, on ne peut pas aller si loin. Le clock speed, si on va aller plus loin, c'est que tout simplement la puce va s'évaporer et ne va pas supporter la température qui va venir dedans. Et c'est pour ça, et grâce à une initiative du gouvernement actuel français en 2018 qui s'appelle MOGPA, c'est Make Our Planet Great Again. C'était une initiative en réponse en quelque sorte aux politiques de Trump qui a poussé à héberger plus de scientifiques en asile en quelque sorte. Parce qu'aux États-Unis, avec le gouvernement Trump, il y avait plein de projets de NASA qui ont été clôturés malheureusement, qui traitaient la question. Et mais heureusement pour nous, on les a hébergés. Et il y a une personne en particulier qui est M. Banerjee, qui est un professeur de Princeton, qui était le chef de la modélisation au GFDL, qu'on a accueilli chez nous à l'IPSL et qui lui travaille maintenant sur cette question-là, sur comment prendre la modélisation du climat next step. Et la next step, c'est tout simplement ça, c'est le machine learning, c'est l'IA. C'est comment d'une expérience à haute résolution, à faible résolution, comment la faire passer à une autre résolution. Parce que il faut l'admettre, on a de la donnée, on a des SPC, on a toutes les composantes pour faire du machine learning derrière et avancer avec ça. Mais malheureusement, j'ai pas pu. J'aurais aimé qu'il soit ici pour faire sa présentation à lui parce que c'est un work in progress. Non, mais j'aurais aimé parce que quand même, c'est quelqu'un de très ouvert qui parle de façon ouverte. Il est en ce moment aux États-Unis pour des affaires de famille et c'est pour ça que j'ai pas réussi même à trouver une slide ou deux pour présenter ses travaux et je m'excuse. Mais c'est ce qui est, je dirais, l'état de l'art de la simulation climatique en ce moment. C'est le sujet sur lequel on travaille en ce moment. Le côté positif, c'est que du côté observation, les choses ils sont meilleures. C'est que eux, ils nous devancent, nous, la simulation, peut-être de 5, peut-être plus, de 5 à 10 ans, je veux dire. Et eux, ils travaillent déjà sur la question machine learning, sur les observations. Et ça, c'est simple parce que l'application, elle est directe. Là, par exemple, ça, c'était un proof of concept qui était vraiment très basique et qui a pris peut-être 1 ou 2 mois de développement pour avoir des résultats qui sont plus que potables. Et on sait la question, par exemple, des détections de cyclones
sur les données satellitaires, c'est une question qui revient toutes les années. Il y a des cyclones qu'on ne peut pas prévoir vraiment la trajectoire, c'est presque impossible parce que c'est à la limite aléatoire, il y a des changements qui sont aléatoires. Et donc, du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut mettre le machine learning sur ces questions? Peut-être avec la masse de données qu'on a, on peut avoir des résultats qui sont intéressants. Et ben, il s'est avéré que même avec un modèle qui c'est vraiment très simple, on a une détection. Après, ça reste un proof of concept qui est simpliste. Hein, on s'est basé sur des données passées. On savait pour labelliser le relevé, pour dire que vraiment ça, c'est un cyclone qui va se diriger vers ces zones-là. Et on a réussi à construire vraiment un modèle qui est très fiable, qui converge rapidement et qui a une fiabilité de presque 99% pour dire que voilà, ça, c'est un cyclone, hein, et il se dirige vers le point A. Ce qui est déjà pas mal. Mais ça reste quand même un proof of concept, hein, c'est un truc vraiment qui est juste, qui vient de commencer, mais les résultats ils sont tellement prometteurs que je pense qu'on va continuer là-dessus pour creuser, pour trouver plus. Un autre cas de figure, hein, sur les observations, ça par exemple, pour relever les températures des océans, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'il y a des campagnes, il y a des sous-marins qui sillonnent les océans et qui relèvent les températures. Quoique c'est impossible de relever toutes les zones de l'océan, hein, parce que au reste, les moyens sont limités, donc du coup on fait des campagnes, on relève quelques points, et basta. Ça, c'est un autre projet qui a été développé sur le pôle observation, qui, grâce au machine learning, il fait de l'extrapolation, et il remplit la grille. C'est-à-dire, grâce à quelques points qui sont relevés, on fait de l'extrapolation derrière et on remplit la grille. Et bien sûr, il y a des points qui sont moins fiables que d'autres points. Et là, lorsqu'on commence à voir vraiment des zones grises, qu'on n'est pas sûr vraiment de la température dedans, on se dit qu'il y a une forte chance qu'on se trompe, c'est simple, ça nous indique les campagnes prochaines, elles doivent passer par ces points-là. Et ainsi de suite. Ça, c'est une autre application qui est déjà en cours, qui est déjà utilisée par notre pôle d'observation du machine learning. Nous, à l'IPSL, notre mission principale, elle n'est pas vraiment de faire du machine learning. Il faut l'admettre, on est des serveurs publics, hein, on est au service du public. Et notre mission principale, c'est de générer des données de simulation, par exemple, et voilà, de les adresser et donner de l'accès au public à ces données-là, ni plus ni moins. Mais il y a l'avantage d'avoir des tierces parties qui, elles, grâce à l'accès qu'on offre à ces données-là, elles sont capables de faire des trucs qui sont super sympas. Et je vous montre un exemple, par exemple le OneSoil AI. Ça, c'est une startup bélarusse qui a utilisé les données Copernicus, que nous on héberge et on indexe, afin de créer un système pour guider les agriculteurs c'est la Decision Aid à travers l'UI. Et je vous montre rapidement ce que ça donne. Non, surtout pas. Alors, ce qu'ils font, c'est que tout simplement, ils ont exploité les données qui sont fournies par Copernicus. Copernicus, c'est un projet européen comme je l'ai dit, c'est une toile de satellite qui fait des relevés d'observation satellitaire. Et grâce à ces données-là, ils ont entraîné leur modèle afin de faire deux choses, de détecter les limitations entre les champs d'agriculture, mais aussi de détecter le type du champ, c'est-à-dire dire que ça, c'est un champ de maïs, ça, c'est un champ je ne sais pas pourquoi ça charge pas, mais normalement, on trouve. Je pense. Ouais. Bon, on a au moins les données à gauche. Ouais, je suis en Wi-Fi. Ouais. Oh, c'est pas grave, de toute façon, le lien il est dans la diapo. Vous pouvez les consulter après. Les diapos, je vais les laisser, peut-être que ça va prendre du temps. Ça charge petit à petit. Déjà, on voit le petit.
Ouais, c'est déjà quand même. Donc on peut zoomer sur. Ouais, on peut zoomer sur Paris, par exemple. Et là, tout ce qu'on voit ici, c'est que les données satellitaires ils existaient déjà. Mais grâce à leur modèle qu'ils ont entraîné, ils peuvent détecter les limites entre les champs. Et pas que, bah, détecter le type de champ. Alors, on voit ici à gauche du grass, fruit, soybeans, cotton, etc., etc. Déjà, ça prend du temps à se charger. Et derrière, il y a les possibilités qu'on peut y penser pour des applications derrière pour le... On a ça pour la Terre entière. Pas la Terre entière, malheureusement, je pense qu'ils proposent ça pour l'Europe et les États-Unis en ce moment. Mais c'est normal, c'est que je pense que c'est la loi de l'offre de la demande. Ouais. Parce que nous, ok, on offre la donnée d'une façon sans ségrégation, mais les parties tierces, eux, ils font du business derrière et ils choisissent leurs clients, tout simplement. Là, c'est pas en libre accès ce service, c'est un service payant. Bah, le service, lui, il est payant. Mais la donnée sur laquelle ils sont basés, bien sûr, elle est ouverte. Mais après, voilà, leur savoir, c'est le modèle. C'est ça ce qu'ils vendent. Comment ils récupèrent ces données-là à partir de vos modèles? Comment? Dans vos data, ouais. Il y a des informations sur l'endroit où se trouve le champ. Oui, en gros, on a une base de données avec des images satellitaires. Ça, même pour les labelliser, c'est peut-être un travail qui doit être pris en compte aussi. Parce que c'est peut-être un défi qu'on peut connaître. Parce que on a plein de données, mais on ne les labellise forcément pas de la façon qu'on souhaite pour entraîner notre modèle derrière. C'est peut-être une charge aussi. Eux, ils ont peut-être probablement fait le travail de labellisation. Exactement. Et après, ils ont entraîné le modèle, et à travers ce modèle, ils ont généré le résultat. C'est quoi le use case de ce travail? Qu'est-ce que vous pour eux, ça, par exemple? Eux, ils vendent de decision making pour ces agriculteurs. Je pense que peut-être un agriculteur qui lui hésite si le champ il sera mieux de maïs ou bien quelque chose comme ça. Et grâce à ces données-là, il peut voir les voisinages, ce qu'ils font, des choses comme ça, voir peut-être les environnements qui sont atmosphériquement, le climat qui est semblable, qu'est-ce qu'ils font et peut-être il prend sa décision derrière. Les décideurs politiques, peut-être aux États aussi? Déjà, comme je l'ai dit, le COP21 par exemple, qui a généré pas mal de décisions politiques à l'échelle internationale, c'était fait grâce au rapport IPCC. Le rapport IPCC était basé sur les données modèles que nous on fournissait. Après, il y a un petit travail entre la décision et la donnée qui, lui, doit être fourni par quelqu'un et pas forcément par nous, parce que nous, on vend rien, on n'est pas capable de vendre, on est une entité publique qui ne fait pas de gains. Ça, c'est un sujet vraiment très très intéressant pour nous, mais malheureusement, peut-être avec des avancées sur tout ce qui est crypto-monnaie et tout, ça pourrait ouvrir d'autres perspectives pour nous, pour faire d'autres offres. Mais en ce moment, on se limite juste sur un service public simple. Mais avec des parties tierces, comme je montre l'exemple aussi, hein, ça c'est une... j'ai oublié de vous montrer ça, mais ça par exemple, ça c'est une statistique en live de nos données qui sont hébergées en ce moment. Donc on a le CMIP 5, lui qui est clôturé. Il a été clôturé sur presque 2 pétabytes. En dessous, en rouge, on a le CMIP 6. Et là, on est presque dans la même échelle de grandeur. Et il faut garder en tête que parmi 100 modèles, il n'y a que le modèle IPSL qui est complètement publié. Et voilà, on s'attend à quelque chose dans les 10 à 20 pétabytes, comme j'ai dit. Là, je vais vous montrer un autre exemple de partie tierce qui exploite les données qu'on présente. Ça, c'est un ancien de l'IPSL qui a fondé son propre startup qui s'appelle The Climate Data Factory. Lui, il essaie de faire de bridge the gap entre ce qu'on nous offre nous et l'utilisateur final. Donc, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent nos données, hein, ils utilisent même Cinda, le logiciel qu'on développe nous, pour répliquer les données. Pour eux-mêmes, ils répliquent la donnée qu'on offre, mais avec leur savoir-faire scientifique, parce qu'il faut dire que nous, par exemple, on offre des fichiers NetCDF. Ça, fichier NetCDF,
hors de la communauté de recherche climatique, c'est pas vraiment connu. Donc il y a un certain savoir-faire qui doit être fait pour que la donnée soit vraiment exploitable sur le grand public. Et eux, ils proposent exactement ça. Et ils vendent de la donnée. Ils proposent quand même de la donnée d'une façon gratuite et de la façon... je prends un exemple, la température en France. Déjà, vous voyez, ils font la différence. Déjà, ils proposent ça, voilà, soit à 0 €, soit à 2100 €. Et la différence, c'est que tout simplement, soit la donnée elle est raw. Raw, c'est-à-dire c'est comme si tu les télécharges de chez nous. Hein, c'est juste, voilà. Et sinon, il y a l'autre différence, c'est que ready for use. Et ce qu'ils entendent par ready for use, c'est que voilà, ils apportent leur savoir-faire scientifique afin de rendre la donnée plus ou moins potable par le grand public. D'accord. Et Donc là, par exemple, si on paye 2100 €, on a accès à toutes les températures dans toute la France sur une échelle de temps de... Ouais. En gros, de 1951. 1951 à 2100. Avec un RCP 4.5, c'est-à-dire RCP 4.5 et 8.5, ça c'est les expériences que CNIP propose. C'est les scénarios, si on dégage tel pourcentage de CO2 ou tel pourcentage de CO2 par exemple. 1950. Le bonbon bleu, c'est quoi? C'est la température de la peau. C'est, je pense, le scénario optimiste. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est l'exemple de température. On ne pensait pas à grand chose, peut-être comme application indirecte. Je suis allé un peu trop loin. On voit ici, à côté, une recherche qui est FAST-T. C'est peut-être pas le truc le plus pratique, hein, mais malheureusement, même nous, à l'IPSL, on indexe sur Solar, et l'indexation sur Solar, on n'a pas un moteur de recherche avec des mots-clés, mais plutôt des facettes. C'est peut-être un peu lourd. C'est pour ça qu'on a proposé Similab. C'est un moteur de recherche qui est plus, je pense, user-friendly, hein, qui permet de trouver la donnée plus rapidement et derrière la télécharger à travers des démons. Donc voilà, ça simplifie énormément la chose. Et même eux, chez TCDF, ils utilisent ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le grand tour. Oui, merci. Voilà.